Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aborder l'entraînement par moteur synchrone. Donc au niveau de l'intervention, je rappellerai le principe de fonctionnement des machines à courant alternatif. Ensuite, quels sont les principes généraux de réglage de la vitesse de moteur synchrone. On abordera ensuite l'alimentation par un onduleur de tension. On verra la notion de défluxage et on finira par une conclusion. Par rapport à mon intervention, j'aurai donc sur le principe de fonctionnement des machines à courant alternatif une approche par les champs magnétiques. Donc pour ce faire, on va considérer une représentation schématique d'un moteur à courant alternatif, donc d'une machine à courant alternatif. Pour l'instant, ça pourrait être aussi bien donc une machine synchrone qu'asynchrone. Donc je vais avoir ici un stator, un entrefer et un rotor. Pour les machines synchrones, j'aurai donc une alimentation au niveau du rotor, soit par bobinage, donc ce sera de type continu, soit par des aimants permanents. Bon, dans le cadre de cette intervention, on se limitera donc aux aimants permanents. Je peux noter que c'est une machine à pôle lisse, quand je regarde dans son entrefer. Donc je vais disposer au niveau du stator de 3 enroulements qui sont répartis spatialement d'un angle de 2π/3. Et je vais alimenter ces 3 enroulements par des courants triphasés, ce qui va donc donner un champ magnétique tournant au niveau du stator. Et j'aurai donc un champ créé par les aimants au niveau du rotor. Par conséquent, je peux maintenant dire que j'ai donc ici mon champ statorique, que je noterai HS, et mon champ rotorique. Pour pouvoir faire un repérage correct, je vais me fixer donc par rapport à un référentiel de référence qui sera le stator. Et donc je vois que mon rotor se déplacer d'un angle θ. Il va tourner à l'angle θ. Ici, on verra comment il est défini, donc son positionnement. Ensuite, j'aurai donc mon champ statorique qui, lui, sera défini par l'angle θs. Le champ du rotor, lui, ce sera donc par rapport au rotor, son déplacement θr. Et enfin, xi, qui est l'angle entre le champ stator et le champ rotor. Si on regarde maintenant donc cette position du rotor par rapport au stator, on voit bien ici qu'il y a un déplacement puisqu'on a θt égale ωt plus alpha. Le champ tournant, lui, statorique, va se déplacer par rapport au stator et à sa position et sera repéré par un angle θs défini par ωs de t plus β. Si on poursuit, on peut donc dire maintenant que notre champ est un vecteur tournant qu'on peut définir par un phaseur de type donc hs exponentielle jθs, hs étant le module. Abordons dès à présent le champ rotorique. Donc le champ rotorique se déplace par rapport au rotor et sa position est repérée par l'angle θr qui est défini de la façon suivante. θr de t égale ωr de t plus gamma. De même, on va pouvoir, dans une notation complexe, définir le champ produit par les enroulements du rotor par le phaseur suivant. H de R, donc je rappelle que quand je suis souligné comme ça veut dire que je suis bien complexe, égale HR exponentielle JθR. Alors, nous, ce qui nous intéresse au niveau d'un moteur, c'est le couple. Le couple fourni par une machine s'exprime par le produit vectoriel, puisque le couple, c'est l'interaction du champ stator et du champ rotor. Donc le produit vectoriel, c'est rien d'autre que le produit des modules de mes deux vecteurs, donc champ, HS, HR, et du sinus que font du sinus de l'angle ici, xi, qui définit la position de HR par rapport à HS. Alors, je reprends, le couple, c'est l'interaction du champ statorique avec le champ rotorique, et ça se traduit mathématiquement par le produit vectoriel, qu'on traduit par le produit des modules que multiplie le sinus de l'angle des deux vecteurs. Or, si maintenant, on va un peu plus loin, on peut voir que xi, pour retrouver xi, comment je peux le retrouver, c'est l'angle θ, ici, vous voyez, je pars de là, θ, plus θr, moins θs. Et si maintenant on reporte les expressions qu'on avait établies précédemment, on s'aperçoit ici qu'on a un couple qui dépend du temps. Ce qui fait que j'ai un couple
qui est porté par un sinus et qui dépend du temps. Ce qui veut dire que là, si je reste comme ça, la valeur moyenne de ce couple sera nulle. Si je veux que mon couple moyen ne soit pas nul, il va falloir à ce moment-là que je considère que cette expression oméga plus oméga R moins oméga S égale 0. Et je me retrouve avec l'expression suivante, oméga plus oméga R égale oméga S. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que cette relation qu'on a ici, au niveau des vitesses, oméga plus oméga R moins oméga S égale 0, ça va mettre en évidence, en fait, le principe de fonctionnement des deux principales machines à courant alternatif. On aura dans un premier cas la machine synchrone, où le champ rotorique, je rappelle, est produit par un enroulement alimenté en courant continu ou par un aimant permanent. Donc, la pulsation oméga R est nulle. Ce qui veut dire que le rotor tourne à la même vitesse que le champ statorique, d'où le nom de machine synchrone. La deuxième machine, c'est la machine asynchrone, où le rotor, lui, va tourner à une vitesse différente de celle du champ statorique, et les courants rotoriques sont alternatifs, et oméga R va représenter la vitesse angulaire du glissement. Donc oméga R égale G oméga S. On dit en fait que sur la machine asynchrone, on parle dans la notion de glissement, qu'elle glisse. Par conséquent, en résumé, si j'ai une machine synchrone, j'aurai que la pulsation, puisque je suis alimenté en continu ou par aimant permanent, et oméga R égale 0, ce qui veut dire que le rotor va tourner à la même vitesse que le champ statorique, d'où le nom de machine synchrone, et pour une machine asynchrone, j'aurai oméga plus oméga R égale oméga S, et par conséquent, j'aurai donc oméga R égale oméga S moins oméga, qui est égal à G oméga S, avec G étant le glissement. On voit donc que pour contrôler parfaitement le couple électromagnétique de ces machines, il faut donc assurer en permanence l'égalité sur les pulsations et maîtriser l'angle xi entre le champ statorique et le champ rotorique. Donc, si on a ceci, on se retrouve avec un couple qui va dépendre du produit du module, donc du champ statorique que multiplie le champ rotorique, et du sinus qui traduit la position du champ statorique par rapport au champ rotorique. Donc cette relation illustre le fonctionnement aussi bien de la machine synchrone autopilotée et du moteur asynchrone à contrôle vectoriel de flux. Alors, ce qui est important, autrement dit, pour une machine synchrone, il y a conversion d'énergie si et seulement si le champ magnétique produit par les courants statoriques tourne à la même vitesse que le rotor porteur du champ d'excitation. Ça, c'est assez important de se le rappeler, et je reviendrai dessus. Donc, oméga R égale 0, oméga égale oméga S, ce qui veut dire que le champ magnétique produit par les courants statoriques tourne à la même vitesse que le rotor. Donc, le champ magnétique produit par les courants statoriques tourne à la même vitesse que le rotor oméga, du champ d'excitation. Par conséquent, si les deux champs sont perpendiculaires, comme xi égale pi sur 2, le couple est maximal, et si les deux champs sont alignés, xi égale 0, donc on n'a aucun couple produit. Donc on le revoit bien ici sur la caractéristique du couple en fonction de l'angle xi. Si je m'intéresse donc au fonctionnement moteur, je vois que je vais avoir deux régions, une région dite stable et une région dite instable. Donc dans la région stable, je retrouve bien le point xi égale 0 où je n'ai pas de couple, et le point correspondant à xi égale pi sur 2 qui nous définit un couple maximal. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si on a ici un couple résistant qui devient supérieur au couple moteur, et qui va forcer donc l'angle ici à venir dans cette zone-là, on s'aperçoit que le couple moteur devient inférieur au couple résistant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le moteur, si on prend l'équation fondamentale de la dynamique, le moteur va se mettre à ralentir, et si le moteur se met à ralentir, je ne suis plus à même de garantir que oméga plus oméga R moins oméga S égale 0. Donc, le couple moteur va posséder une valeur moyenne nulle lors de la rotation, et le moteur ne pourra pas entraîner la charge. Alors, principe de fonctionnement des machines alternatives, on va maintenant avoir une approche un petit peu par la loi d'Ohm généralisée. Alors pourquoi cette approche-là? L'idée pour nous, en tant qu'électriciens, c'est de pouvoir se ramener assez rapidement à un schéma équivalent
électrique pour pouvoir expliquer le fonctionnement de mon moteur. Alors, je vais formuler les hypothèses suivantes. Je vais considérer que la machine est triphasée, que la saturation du fer n'intervient pas, ce qui va impliquer que les inductances ne dépendront pas des courants, donc je serai sur un modèle linéaire. J'aurai une perméabilité du fer infinie. J'aurai une distribution du champ d'induction créé par le rotor qui va être purement sinusoïdal. J'aurai une distribution spatiale des enroulements, on l'a vu précédemment. Et j'aurai aussi que les trois phases sont connectées en étoile. Elles sont aussi symétriques, c'est-à-dire que leur résistance et inductance sont identiques. Donc si je me ramène à un schéma monophasé équivalent, ça ne pose pas de problème. Le neutre donc, sera un point flottant, c'est-à-dire qu'il ne sera pas relié à la masse. Revenons à notre représentation schématique. On voit ici où j'ai mes trois axes, avec mes enroulements. Donc j'aurai l'axe magnétique de la phase 1, phase 2, phase 3. J'aurai donc après l'axe magnétique du champ tournant et l'axe magnétique du rotor. Or si je me ramène à une loi d'Ohm généralisée, je vais pouvoir écrire que U égale RI plus, comme je suis en alternatif, la variation du flux en fonction du temps. C'est la loi qui traduit la loi de Lenz, qui a opposition. S'il y a un flux, s'il y a une variation de flux, il y a une opposition. Donc il y a une force électromotrice. Et si on regarde l'expression ici du flux, il va y avoir le flux propre au stator plus le flux mutuel en provenance du rotor. Alors ce qui est important, c'est qu'ici, je fais apparaître dans cos Pθ, et si on reprend un formalisme que j'aime bien, qui est le formalisme de nos collègues suisses, on va pouvoir dire donc à ce moment-là que la tension donc, au bord d'un enroulement, c'est dû donc à la chute de tension, donc dans la chute de tension ohmique, plus la tension induite de transformation, qu'on peut retrouver par exemple sur un transfo ou sur une inductance, LS et DDS sur DT, et ici, un terme qui traduit la tension induite de mouvement. Vous voyez où je vois ici que j'ai la vitesse qui intervient, puisque d d'oméga sur dt, dθ pardon, sur dt, traduira donc le fait que c'est bien la vitesse. Avec, intervient ici le nombre de paires de pôles. Donc on voit qu'on a trois termes, et que ces trois termes, on peut les traduire facilement par un schéma électrique avec une résistance, ici, une inductance et une force électromotrice. Voilà, donc je retrouve ici ma résistance, RS, mon XD, donc XD qui n'est rien d'autre que LS oméga, donc qui est ma réactance, et ensuite ma force électromotrice qui traduit le mouvement. Si on revient sur la valeur instantanée de la phase, on va voir que la force électromotrice, évidemment, va dépendre du flux rotorique, de ma vitesse, et là, ici, de ma position. Je rappelle qu'oméga, petit oméga égale P oméga majuscule. Donc, si on regarde la valeur crête de la ligne, de la force électromotrice sur une phase, ou sur une ligne, on voit que V, c'est égal à phi r P oméga, et on peut, ici, remplacer l'expression du flux rotorique, parce qu'on aime bien, au niveau notation française, parler de flux phi F, à vide, ici. Donc phi V, P oméga. Et du coup, j'ai donc ma force électromotrice ici, a pour expression, si je remplace l'expression du flux, je vois bien ici que j'ai donc le champ, la force motrice qui est proportionnelle donc, au nombre de spires, au champ du rotor et au volume par rapport au volume concerné, plus le nombre de paires de pôles. Donc je retrouve toutes les propriétés. Intéressons-nous maintenant au déphasage entre la force électromotrice et le courant. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que nous, ce qui nous intéressait lorsqu'on contrôlait le couple d'une machine synchrone, c'était la position du champ stator et du champ rotor. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une façon intermédiaire, indirecte, de retrouver cette position? Donc ça va être l'intérêt de regarder le déphasage entre la FM et le courant, qui va peut-être nous permettre de définir la position entre le champ stator et le champ rotor. Voyons si on peut trouver une relation. Donc on reprend l'expression du courant, classique, la force électromotrice de la phase. Je vois ici que j'ai un déphasage de pi sur 2, ici j'ai bien mon mouvement, d'accord? Et je vois donc ici que le déphasage entre la force électromotrice et le courant n'est rien d'autre que psi,
qui est égal à xi moins pi sur 2. Donc psi égale xi moins pi sur 2. Ici, je vois que si je veux retrouver l'angle xi, je peux le retrouver à l'aide du phasage entre la FM et le courant, qui sont des grandeurs donc électriques et qui sont des grandeurs sûrement facilement mesurables. Revenons à l'expression du couple. On avait établi précédemment que le couple électromagnétique, c'était le produit des modules des champs que multiplie le sinus de l'angle qui concerne la position du champ stator par rapport au champ rotor. Donc si on remplace HR, qui est donc le flux produit donc, au niveau du rotor, ensuite HS, pardon, ça c'est le champ produit par le flux, ça c'est le champ statorique produit par le courant. Si je réinjecte ici, dans mon expression, alors ça je reviendrai un petit peu sur ce schéma tout à l'heure, je m'aperçois que j'ai une nouvelle expression du couple. Ici, je le couple avec la position stator-rotor, et ici, je le couple avec la position du champ du courant par rapport à la force électromotrice V, puisque c'est psi. Donc ici, j'ai K phi V IS sinus xi, que je retrouve ici, ou K phi V IS cos psi. Alors ça, c'est assez intéressant. On voit que j'ai maintenant deux possibilités pour venir contrôler mon couple. Soit par l'angle xi, soit par l'angle psi, qui traduit le déphasage entre le courant et la force électromotrice du moteur. Donc si on regarde bien, on voit que si on veut contrôler ce couple, la grandeur de commande, pardon, c'est bien l'angle psi, d'accord, qui est le déphasage entre le courant et la force électromotrice. Donc cet angle, qui est une grandeur de commande, on va l'appeler, dans le cadre d'une alimentation en courant, l'angle d'autopilotage. Donc très souvent, pour des vitesses inférieures à la vitesse de base, on va imposer un angle psi égal à 0. Donc un tel choix va revenir à maximiser le couple, puisque j'aurai cosinus de 0, c'est égal à 1. Et par conséquent, ça va revenir à imposer un champ inducteur ici en quadrature avec le champ d'induit. Puisque si vous avez psi égale 0, d'accord, à ce moment-là, vous avez ici le courant qui va être le champ stator qui va être en quadrature avec le champ rotor. Hop, on poursuit. Bon, je rappelle donc l'expression qu'on avait établie au tout départ. Donc on voit que le rotor de la machine synchrone doit tourner à la même vitesse que le champ rotor, le champ tournant, sinon le couple devient nul en moyenne. Donc il faut que ωr égale 0. Le couple est maximum pour xi égale pi sur 2 ou pour psi égale 0. Alors le champ magnétique dû au courant dans l'induit est minimum. Le couple du moteur ne permet pas le démarrage, sauf pour une alimentation à fréquence variable. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, ici. Ouais. Ici, il faut bien voir qu'on a un champ stator qui tourne. Donc, ici, j'ai ma roue polaire. Donc, imaginons au départ que j'ai, par exemple, ici, au niveau de mon champ stator, donc le pôle nord qui va venir attirer le pôle sud. Donc je suis au départ, je suis au démarrage. Qu'est-ce qui va se passer? On aurait tendance à penser, à croire, naturellement, que le pôle sud du rotor va être attiré par le pôle nord du champ tournant. Effectivement, c'est bien ce qui se passe. Sauf que je suis au démarrage, que j'ai une inertie, une double inertie, une inertie mécanique, et une inertie due au cycle d'hystérésis. Par conséquent, le temps que le rotor commence à se mettre en vitesse, mon champ stator, il est tournant. Donc ici, au lieu d'avoir un pôle nord, je vais avoir un pôle sud. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais plus avoir attraction, je vais avoir répulsion. Et puis, je vais retrouver à nouveau un pôle nord. Donc, il va revenir, puis j'ai un pôle sud. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas démarrer. Donc, l'idée, c'est simple. C'est de dire... il faut que mon champ stator,
laisse le temps au rotor de pouvoir s'accrocher. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il faut que le champ statorique, la pulsation, le champ statorique, tourne à une vitesse qui va dépendre de la position du rotor. D'où la nécessité d'alimenter le stator par une alimentation à fréquence variable. Bon, j'espère que j'ai été clair. Donc je reviens. Donc le moteur synchrone seul ne peut pas démarrer directement sur le réseau. En effet, le champ statorique tournerait immédiatement à la vitesse de synchronisme et le champ rotorique devrait le rattraper pour s'y accrocher. Ce qui lui est impossible car au démarrage, le couple moteur est nul. Il faut donc, pour commander ce type de moteur, utiliser un variateur de vitesse qui va également servir au démarrage. Donc pour pouvoir redémarrer, il faut que la fréquence des courants statoriques Fs soit conditionnée par la fréquence de rotation du moteur. Alors ça veut dire qu'il faut connaître la position du rotor. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne peux être qu'en boucle fermée. Fermons la parenthèse, au niveau de mon variateur. Alors je dis ça parce que si je mets en service, par exemple, un variateur universel de chez Nidec, je vais avoir la possibilité sur ce variateur d'avoir un fonctionnement soit sur une machine de type synchrone ou asynchrone, et sur les machines asynchrones, je peux être en boucle ouverte. Sur les machines asynchrones, il faudra bien que je choisisse le mode de fonctionnement qui correspondra donc à une machine synchrone en aimant permanent en boucle fermée. Donc pour pouvoir démarrer, il faut que la fréquence des courants statoriques Fs soit conditionnée par la fréquence de rotation du moteur. Cette fréquence statorique va ainsi augmenter progressivement jusqu'à atteindre la fréquence du courant statorique, permettant de faire tourner la charge à la vitesse souhaitée. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Je vais réexpliquer tout simplement. Donc, au moment du démarrage, j'ai un champ tournant statorique. Donc, j'imagine, j'ai un pôle nord, par exemple, au niveau de mon champ stator, j'ai un pôle sud au niveau de mon rotor. Le rotor, lui, il aura tendance à vouloir être attiré par son pôle opposé, sauf que le rotor, au moment du démarrage, il présente une inertie. J'ai dit donc une inertie mécanique et une inertie donc liée au cycle d'hystérésis du matériau. Donc, comme il a cette inertie, entre-temps, le champ tournant, lui, il a changé. Il y a un autre pôle. Donc, il y a un pôle sud qui est passé. Et deux pôles de même signe, il y a une répulsion. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, il faut laisser le temps au rotor de s'accrocher. Donc, ça veut dire qu'il va falloir venir agir au niveau de l'alimentation du stator. Donc ça, on le fera en recréant une alimentation de tension et de fréquence variable par un onduleur. D'accord? Donc à ce moment-là, on va venir diminuer la fréquence des courants statoriques, Fs, et au fur et à mesure donc, de la vitesse de rotation, on va augmenter cette fréquence pour aller jusqu'à la fréquence qui correspondra à la vitesse souhaitée. Bon, j'espère que j'ai été clair. Donc, dans le cas d'un fonctionnement moteur, le couple est maximal lorsque l'angle psi est égal à 0. Le courant et la Fm doivent donc être en phase. Alors, on voit que la force électromotrice peut donc constituer un repère très intéressant pour imposer les courants statoriques, du moins à vitesse suffisamment élevée, parce qu'il faut que son amplitude soit détectable. On voit ici l'influence donc de l'amplitude du courant sur le couple par rapport à l'angle psi. Donc, pour assurer un fonctionnement à vitesse variable de la machine synchrone, il est nécessaire de l'alimenter la machine à fréquence variable. Pour éviter le décrochage de la machine, il faut à tout instant que la pulsation des grandeurs statoriques ωs soit telle que ωs égale P oméga. P, ça représente le nombre de paires de pôles de la machine, et oméga, la vitesse angulaire de rotation du moteur. D'où la nécessité de connaître la vitesse du moteur, la position du rotor. Donc, l'alimentation à fréquence variable de la machine se fait à l'aide d'un convertisseur statique, généralement de type continu alternatif. La source d'entrée peut être du type source de courant ou du type source de tension. Et en sortie du convertisseur, on contrôle l'amplitude des tensions statoriques ou l'amplitude des courants. Et la fréquence Fs est proportionnelle à la vitesse de rotation de la machine. Et non l'inverse. La fréquence Fs est proportionnelle à la vitesse de rotation de la machine. J'insiste. Bon,
Petit rappel sur la vitesse de synchronisme. Hein. Donc la vitesse de synchronisme, c'est la fréquence sur le nombre de paires de pôles. Je dirais qu'il y a 3 grandeurs à avoir en tête. Si vous avez 2 pôles, c'est que vous avez une vitesse de 3000. Si vous avez 4 pôles, vous êtes à 1500. Si vous avez 6 pôles, vous êtes à 1000 tours minute. Voilà, je dirais, les 3 grandeurs remarquables qu'on doit connaître. Or, pour rappel, hein, si j'ai 2 pôles, ça veut dire que j'ai un paire de pôles. Donc quand j'ai 2 pôles, P égale 1, 4 pôles, P égale 2, 6 pôles, voilà, etc. P égale 3. Alors, revenons un peu au diagramme vectoriel que j'ai projeté tout à l'heure et que j'ai très peu expliqué. C'est le diagramme de Fresnel ou le diagramme de Schoenbourg, hein, selon. On ne va pas jouer sur les mots. On ne va pas refaire l'histoire. Donc, la machine est alimentée par un convertisseur statique qui va gérer des signaux non sinusoïdaux. Ça, c'est important. Si vous êtes donc par un onduleur de tension, vous allez donc avoir un redresseur et vous allez donc avoir un condensateur. Un redresseur, sur des faibles puissances, ce sera un redresseur classique, allez, je dirais sur des puissances inférieures à 5 kW à diode, avec un hacheur de freinage. Et après, on sera sur des redresseurs MLI. Donc on a un bus continu, et de ce bus continu, on va recréer un réseau alternatif. Donc on voit bien que on va faire du plus UDC, moins UDC ou du plus E0, mais le signal sera jamais sinusoïdal, il sera alternatif. Par conséquent, on sent bien qu'il est plus stratégique de faire une commande en courant qu'une commande en tension. Donc voilà mon schéma que j'avais présenté précédemment. Donc si je considère la machine en convention récepteur, hein, je réécris ma loi d'Ohm, hein, GVS égale EV plus JXD, donc JLS oméga I, plus RS. Alors on néglige très souvent RS dès qu'on commence à avoir des moteurs supérieurs à 1,5 kW, on va dire, les 1,5 kW. Donc là, LS est bien, l'inductance est bien plus élevée, donc XD est bien plus élevé que RS. Attention toutefois aux petits moteurs, par exemple les ventilateurs de processeur, où vous avez RS qui est plus grand que LS oméga. Voilà. L'AFM est supposé sinusoïdal et peut s'exprimer en fonction du flux créé par la roue polaire. Donc j'ai EV égale J oméga phi V. Donc je vois que la force électromotrice est en avance de plus pi sur 2 par rapport au flux. Donc je réinjecte ça dans l'équation, GVS égale J oméga phi V, J plus JLS oméga IS. On va pouvoir donc construire facilement un diagramme vectoriel. Ici, si je vois, hein, j'ai ma force électromotrice. Donc là, si j'ai ma tension ici, donc j'ai mon courant, là j'ai ma force électromotrice, plus J LS oméga, hein, voilà, ici, si vous faites, ça fait un angle de pi sur 2, si je fais plus J par rapport au courant ici, voilà, et je retrouve donc VS. Petite remarque, j'ai vu ici que la force électromotrice était bien à l'avance du flux, donc le flux est en retard de pi sur 2, je regarde bien ici, mon flux, il se trouve donc à moins pi sur 2, où la force électromotrice se trouve à plus pi sur 2 par rapport au flux. Je retrouve le déphasage du courant phi par rapport à la tension, la position, donc le déphasage entre le courant et la force électromotrice, psi, et ici, xi, mon angle xi, hein, ok, entre champ stator et le flux rotor. On a aussi notre façon pour retrouver l'expression du couple électromagnétique, c'est raisonner sur la puissance. Donc on sait que la puissance au niveau de ma machine, si on considère là, donc c'est 3 VSIS cos phi, et d'un point de vue électromagnétique, c'est 3 EVIS cos psi. Donc si je réutilise l'équation de la FM qu'on avait établie précédemment, hein, voilà, ici, je la réinjecte, je vais avoir donc, alors attention, hein, je n'ai pas J, J n'intervient plus puisque c'est un module, donc ça fait 3 oméga S phi V IS cos psi. Et ça, si je cherche l'expression du couple, le couple, c'est la puissance électromagnétique que divise la vitesse de rotation, et je sais que la vitesse de rotation est reliée à la pulsation par le nombre de paires de pôles. Donc oméga S égale P de oméga. Donc je réinjecte à ce niveau-là, j'ai 3 oméga S oméga, donc je remplace mon oméga S par P oméga, je peux simplifier, donc ça fera 3P phi V IS cos psi.
Donc je retrouve facilement, en raisonnant sur les puissances, l'expression du couple. Et je vois donc ici que pour contrôler le couple électromagnétique de ma machine, il faudra donc que je contrôle l'angle psi qui représente la position du courant par rapport à la force électromotrice. Donc qui dit contrôle donc, de cet angle, ça veut dire qu'il va falloir le mesurer, donc il va falloir mettre en œuvre un capteur. Donc dans les capteurs usuellement qu'on va retrouver, bon je ne vais pas le mettre dans le cadre de cette vidéo, sinon ça serait un peu trop lourd, on va avoir les codeurs absolus, les codeurs incrémentaux et les résolveurs. Donc on revient sur l'expression du couple. Donc ça nous permet de mettre en évidence là, les deux grandeurs de réglage. Donc pour contrôler le couple de la machine, il faudra agir sur l'angle psi et l'amplitude du courant IS, puisque je rappelle que le flux est généralement constant, puisque on est sur une machine à aimant permanent. Donc le convertisseur statique doit donc imposer le courant dans chaque phase. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a vu que si on alimentait avec un onduleur par exemple de tension, on ne pouvait pas jouer on pouvait pas prendre comme grandeur de contrôle la tension parce qu'elle n'était pas sinusoïdale. Donc travailler sur le courant est quelque chose donc, de pertinent. Donc pour contrôler cet angle psi, il est nécessaire d'utiliser un capteur de position du rotor, donc, je l'ai dit, hein, codeur absolu, codeur incrémental. Alors, il y a différents types de codeurs qui se déclinent après dans ces codeurs, et résolveur. Donc ce capteur de position permet aussi de générer les ordres de commande du convertisseur alimentant la machine, de telle sorte que ωs égale P oméga. Oméga étant la vitesse de rotation du rotor. On parle ainsi de machine synchrone autopilotée. Or, cette relation, si on la regarde bien, on peut faire une analogie avec celle du moteur à courant continu. Puisque si vous travaillez ici à psi égale 0, on a vu que c'était un petit peu la tendance, le flux était constant, on retrouve une relation identique à celle de la machine à courant continu. Mais le moteur brushless, enfin le moteur synchrone ne comportant pas de balai, donc brush en anglais, c'est pour ça que, comme il ne comporte pas de balai, on va dire brushless, voilà, d'où l'appellation. Donc par rapport au moteur à courant continu, le moteur brushless, lui, il va présenter une plus grande fiabilité du fait de l'absence du collecteur. Je rappelle que le collecteur, c'est un contact glissant qui engendre des étincelles et qui permet en fait de redresser, hein, c'est un redresseur électromécanique. Et on aura aussi une plus grande puissance massique. Donc c'est une machine qui va être très utilisée en robotique. Or, sur les marques, on peut citer Siemens, on peut citer donc, le Roi Sommer qui maintenant s'appelle Nidec, on va retrouver du ABB, on va retrouver du Suzukon, enfin, etc. Alors c'est un moteur qui va permettre d'obtenir des accélérations importantes et une parfaite maîtrise de la position. Ce qu'on a du mal à... Enfin, où le moteur asynchrone est moins performant, même malgré le contrôle vectoriel de flux. Voilà. Or, il y a autre chose que je vais dire là, il y a un autre moteur que je n'aborderai pas, qui est en train aujourd'hui de changer un petit peu la donne par rapport au moteur asynchrone, qui est un moteur très utilisé, le moteur asynchrone, c'est le moteur à réluctance commutée. C'est un des moteurs qui permet en fait d'aller chercher au niveau énergétique la classe IE5. Il est beaucoup plus robuste. Donc il a un meilleur rendement. Donc revenons donc sur le moteur synchrone de type brushless et regardons maintenant l'influence de ce déphasage entre le courant et la force électromotrice et voir si c'est pertinent finalement. Au niveau couple, on a vu que c'était pertinent, mais est-ce qu'au niveau énergétique, c'est pertinent de travailler à psi égale 0? Bien oui, parce que là, ici, si on regarde, on s'aperçoit que lorsqu'on n'est plus à psi égale 0, eh bien, on a le courant qui augmente. Pardon, ici, c'est le courant, je ne l'ai pas indiqué. Donc, le courant augmente, ça c'est pour une petite machine. Hein. On voit que lorsqu'on va s'écarter de psi égale 0, le courant va augmenter. Ben, si le courant augmente, ça veut dire qu'on va augmenter les pertes joules. Et donc, le moteur va s'échauffer plus. Donc, pour limiter cet échauffement, on va augmenter le rendement et sa plage d'utilisation. On voit à nouveau qu'il est pertinent de venir à psi égale 0. Donc finalement,
Les moteurs synchrones sont généralement équipés d'un système qui va permettre de s'assurer que psi égale 0. C'est ce qu'on appelle l'autopilotage. Vous voyez que cet autopilotage-là, psi égale 0, ça permet de maximiser le couple et ça permet aussi de minimiser les pertes joules. La fonction d'autopilotage est assurée par la détection de la position du rotor qui permet de maintenir le synchronisme entre les champs statoriques et rotoriques en commandant la phase du convertisseur de fréquence. Donc si on veut faire de l'autopilotage, il faut détecter la position du rotor, donc ça veut dire qu'il faut mesurer, capter. Capter, mesurer, traiter et mettre en forme cette information. Donc codeur absolu, codeur incrémental, résolveur. Et il faudra travailler en boucle fermée. Voilà. Un accroissement du couple résistance se traduit par une augmentation du décalage rotorique. Il en résulte alors un retard dans l'alimentation des phases et une diminution dans la fréquence d'alimentation qui reste parfaitement synchrone à la vitesse du rotor. Donc, tout risque de décrochage se trouve écarté. Voyons maintenant le moteur synchrone lorsqu'il est alimenté par un onduleur de tension. Lorsqu'on alimente le moteur synchrone par un onduleur de tension, ce dernier va imposer la forme d'onde des tensions au bord de la machine. La forme d'onde du courant est quant à elle imposée par la charge. En effet, le courant est régi par l'impédance que voit le moteur aux différentes harmoniques de la tension imposée. Alors, petit rappel ici, j'ai repris ici le schéma de principe d'un onduleur, l'un de mes collègues suisses. Donc là, je retrouve ici mon pont redresseur, mon condo, mon hacheur de freinage. Pourquoi un hacheur de freinage? C'est-à-dire que si on dans les phases de freinage, on ne peut pas réinjecter, puisque ici le redresseur est non réversible en courant, donc on va venir dissiper dans une résistance, sinon il faudrait monter le bus continu. Donc là, j'ai mon onduleur. Vous voyez que mon onduleur, pour pouvoir recréer un réseau alternatif aux bornes de la machine, il va partir du bus continu, donc qui est constant. Ce qui fait que j'aurai une tension alternative, mais je n'aurai pas une tension sinusoïdale. Donc l'intérêt, si vous voulez, c'est d'avoir un fondamental sinusoïdal avec un onduleur et de rejeter les harmoniques dans le domaine des hautes fréquences pour pouvoir les filtrer aisément. Alors, il se trouve, comme je l'ai dit ici, que le courant il est imposé par la charge, et donc le bobinage du moteur va aller, de façon simpliste, on va dire, se comporter comme un filtre passe-bas, ce qui fait qu'en fait, on aura un courant qui sera quasi sinusoïdal, il y aura juste qui va se superposer une composante à haute fréquence. Donc, le principe de contrôle du couple de la machine est toujours basé sur cette relation. Donc, l'onduleur de tension permet d'obtenir des courants statoriques quasi sinusoïdaux, et ceci quel que soit les phasages tension-courant. Donc si on est là, il est possible de fonctionner à psi égale 0, donc cos psi égale 1, et on se retrouve ici avec un couple maximum, ce qui fait que vous allez avoir l'expression suivante, Tm égale kTIS. Donc là vraiment, on peut parler d'un moteur qui est très proche du moteur à courant continu, et ce terme kT, vous le retrouvez sur la plaque signalétique du moteur. C'est des newton-mètres que divisent les ampères. Vous retrouverez donc le kT, vous retrouverez le courant nominal et le courant maximal. Donc, aussi, il y a le courant de maintien du couple qu'on appelle le stall. Afin de contrôler les courants dans chaque phase de la machine, il est nécessaire d'asservir le rapport cyclique de la commande de chaque bras de l'onduleur. Oui, parce que si vous voulez avoir un flux constant, il faut avoir, lorsque vous allez diminuer la fréquence, le flux, en gros, c'est proportionnel à U sur F. Si vous diminuez la fréquence, vous allez augmenter le flux, ou si vous augmentez la fréquence, vous allez diminuer le flux. Donc vous voulez, jusqu'à 50 Hz, on va dire, allez, mettons, le rapport U sur F égale constante. Donc si on joue sur la fréquence, il faut jouer aussitôt sur la valeur efficace de la tension. Donc ça, on l'obtient par le rapport cyclique. Pour une alimentation avec un onduleur de tension, une boucle d'asservissement de courant est nécessaire pour assurer la synchronisation du courant sur la position. Ce qui revient à maintenir le synchronisme entre le champ créé par les courants du stator et le moment magnétique du rotor. Donc le neutre de ces moteurs n'est jamais connecté, pratiquement jamais. Par conséquent, la somme des trois courants I1 plus I2 plus I3 égale 0. Donc on voit que si on impose deux courants, on peut retrouver I3. I3, ce sera égal à moins I1 moins I2.
Donc, dans un moteur synchrone autopiloté, la pulsation des courants est liée à la vitesse de rotation du moteur par oméga égale P oméga, et non l'inverse. C'est bien la vitesse de rotation du moteur qui impose la pulsation des courants. Donc au niveau schéma, si on fait un schéma simplifié, ici on considère le bus continu, on va considérer que c'est une tension en sortie du condo, continue. Donc on a notre moteur synchrone, ici on va avoir un capteur de position qui va nous donner l'angle θ, et donc là on aura le nombre de paires de pôles, Pθ, et on aura la première référence, mettons, pour la phase 1, ça fera donc sinus Pθ. Si je veux avoir la deuxième phase, eh ben, elle est déphasée de 2π/3, donc j'aurai sinus Pθ moins 2π/3. Donc j'ai bien reconstitué I1, bien mesuré I1 et I2. Donc ensuite, je multiplie par la valeur de référence ici, et j'ai mes deux correcteurs mes deux correcteurs ici, d'accord. Voilà. Donc après, je vais capter ici, si vous voulez. Pardon, je vais venir ensuite délivrer, pardon, la commande au niveau de la commande en tension pour la phase 1 et la phase 2, puis après la phase 3 évidemment, et donc mon onduleur de tension ici, la commande de mon onduleur de tension. Donc là, on va montrer ici un profil de vitesse. Donc on va un petit peu revenir. Donc ici, je suis en phase. Donc ça, c'est une simulation que j'ai prise sur une thèse. Donc là, vous avez donc la vitesse qui augmente progressivement. Ici, vous avez le courant et ici la tension. Donc on va un petit peu commenter. Voilà, je vais remettre à l'écran. Donc on note que durant la phase d'accélération ici, la valeur des courants est constante. Vous voyez qu'ici, votre valeur des courants est constante. Ici, elle n'est pas à 0, c'est qu'elle est passée à sa valeur nominale. Donc là, la valeur des courants, là, elle est constante. Donc, c'est une conséquence d'une accélération constante, un couple électromagnétique constant. Ça, c'est la première observation que je fais. Deuxième observation que je peux faire, c'est... alors, la deuxième observation que je peux faire, c'est que je vois ici ma pulsation, la pulsation qui varie. Ça, c'est une conséquence de l'autopilotage. J'ai la pulsation qui va varier. Bon, on le voit bien là au niveau des tensions. J'ai ma pulsation qui varie. Donc, au fur et à mesure de la vitesse de rotation, la pulsation des courants statoriques donc, varie. C'est ce que j'ai dit ici. Voilà. Dans le moteur synchrone autopiloté, la pulsation des courants est liée à la vitesse de rotation du moteur. C'est ce qu'on peut observer ici. Voilà. On voit bien qu'elle est liée à la vitesse de rotation. La pulsation est bien liée à la vitesse de rotation du moteur. Et après, elle ne bouge plus. Autre chose aussi que je peux observer, c'est que la tension donc, varie, parce qu'en fait, la tension V doit venir compenser EV pour garder I constant. Or, EV étant proportionnel à la vitesse, donc lorsque la vitesse de rotation est constante, alors V est constant. Vous voyez qu'ici, lorsque vous serez à vitesse constante, l'amplitude de V ne va plus changer. Par contre, au fur et à mesure, comme vous voulez compenser EV, ben, au fur et à mesure que EV puisqu'il est proportionnel à la vitesse augmentée, ben, il va falloir faire augmenter la valeur efficace de votre tension. Autre chose aussi, au moment, si on fait un cas où le moment s'arrête, on voit que le correcteur va augmenter jusqu'à la limite du couple électromagnétique. Alors, puisque le rotor est bloqué, les références de courant sont constantes. On le voit bien ici, quand on bloque le rotor, les références ici, phase 1, phase 2, phase 3 en courant, sont bien constantes. Donc dès que le courant, dès qu'on élimine le défaut, donc le moteur va repartir et la référence de couple va être à son maximum, mais les références de courant deviennent sinusoïdales parce que le moteur a redémarré, ce qui est normal. Cette simulation montre l'effet de l'autopilotage. À chaque circonstance, les courants sont bien synchronisés, ce qu'on vient de voir ici, la synchronisation par rapport donc à la position. Et on voit aussi que lorsqu'on est à l'arrêt, la force électromotrice passe à l'arrêt, la tension, elle, évidemment, comme elle suit, elle passe aussi à 0. Alors, si on veut aller un peu plus loin,
Ah bah, il faut malheureusement s'intéresser à ce qu'on appelle les transformés de Clark-Concordia et de Park, là. Alors l'idée, elle est simple, hein, c'est que lorsque vous aurez donc une machine synchrone ou asynchrone en contrôle vectoriel de flux, vous allez, pour rendre les choses faciles en termes d'équation, alors pas facile au départ peut-être parce que ça sera une manipulation de matrice, je vais expliquer pourquoi. Donc l'idée, par exemple, voilà, j'ai ici, si vous voulez, j'ai ici mon courant en phase 1, phase 2, phase 3, donc IA, IB, IC. Donc, je peux retrouver ici, c'est moins IA, moins IB. Moi, j'ai ici un référentiel qu'on appelle triphasé. Je vais passer d'un référentiel donc triphasé à un référentiel biphasé, donc qui est le alpha, bêta. Et ce référentiel biphasé, je vais passer à un référentiel biphasé autonormé, qui est donc les composantes D et Q. Alors les composantes D et Q, j'en parlerai un peu quand j'aborderai le contrôle, le défluxage. En fait, ça permet de simplifier la commande au niveau... en fait, on se ramène, si vous voulez, à une machine à courant continu, avec un axe qui va contrôler le flux, un axe, donc D qui va contrôler le flux, et l'axe Q qui va contrôler le couple. Donc c'est beaucoup plus simple. Et on a un peu un artifice similaire lorsqu'on aura un variateur, on sera un MLI vectoriel, donc on va avoir un peu un artifice de ce type aussi. Or, je l'ai bien dit, hein, ça permet de simplifier les équations, il y a simplement juste un petit formalisme à avoir au niveau matriciel. Donc l'avantage, c'est que vous avez une efficacité, ce type de commande, de couple plus élevé, vous avez une bande passante plus élevée, une plage de vitesse qui est beaucoup plus large, un bruit audible qui est plus faible. Les inconvénients, ben, vous avez un algorithme compliqué, donc il faudra qu'au niveau de votre variateur de vitesse, vous intégriez un processeur qui soit plus puissant. Alors maintenant, je vais vous présenter ici les différents types de convertisseurs de fréquence qu'on peut retrouver. Donc structure du variateur, hein, redresseur à diode, bus, DC, onduleur. Si je veux faire du freinage, donc redresseur à diode, hacheur de freinage. Voilà. D'accord. Si je veux aller un peu plus loin, si je veux gérer l'énergie de freinage que je commence à monter donc à forte puissance, donc que je veux réinjecter au niveau du réseau, il faudra que ici j'ai un pont redresseur, que j'ai des ponts à thyristor tête bêche pour pouvoir contrôler et renvoyer au réseau. Et la tendance un petit peu plus, je dirais un peu plus actuelle, c'est de remplacer en fait ceci, parce qu'on sait que les thyristors c'est pas hyper performant, par un redresseur de type MLI ou PWM si je prends la notation anglo-saxonne. Alors voyons maintenant le défluxage. Alors pour ça, on s'en regarde la caractéristique de couple d'une machine. C'est un peu comme, c'est un peu simple, hein. C'est assez simple, c'est qu'au départ on va démarrer à couple constant et puis ensuite après on va diminuer le couple pour aller plus vite en vitesse. Donc si on considère ici qu'on a le couple fois la vitesse, c'est égal à la puissance, ben on voit que si on veut gagner en vitesse, on perd en couple. Donc sur la machine, ben, quand on va passer de la vitesse max à la vitesse maxi, ben, on va être amené ici à venir faire ce qu'on appelle du défluxage. Alors la technique de défluxage a comme objectif le développement en fait, d'un flux d'induit qui va s'opposer au flux des aimants. Et ce qui permet de la maîtrise de la tension des forces électromotrices. Lors d'un travail en mode défluxé, le flux devient donc variable, ce qui implique que le couple devient, même pour les machines à pôle lisse, une fonction dépendante cette fois-ci de deux variables, puisqu'on avait considéré tout à l'heure que le flux était constant, eh bien, on aura deux variables cette fois-ci, le flux et le courant. Alors cette complexité accrue justifie qu'il faut utiliser des repères de Park. Alors je vais juste les aborder, hein, je ne vais pas en parler trop, qui permettent d'une part de fournir des modèles avec des équations plus simples à prendre en compte, et d'autre part, pour les machines couplées en étoile avec neutre isolé, de séparer la composante homopolaire qui n'a pas d'impact sur le couple. Donc du coup, on va passer avec une matrice 3, on va passer sur une matrice 2. Mais peut avoir une conséquence sur la saturation de l'onduleur. Donc le couple est alors, lui, généré uniquement grâce au courant et le flux dans le plan DQ.
Donc par rapport à ça, je vous invite à regarder un petit peu ce que fait l'équipe là de Nicolas Poitin à l'UTC. Donc ici, on voit l'effet du défluxage, hein, si on regarde une cartographie au niveau du flux. Alors je ne l'ai pas dit, hein, on peut obtenir ça avec Flu2D ou alors après sur les machines, si on a la licence de SolidWorks, sur la partie EM, on peut comme ça bien voir donc, les lignes de champ. Donc, voilà les conséquences du mode défluxé sur l'entrefer, la culasse et les dents du stator. Hein, je vous laisse un petit peu observer. Voilà, qu'on passe en régime défluxé, ce que ça peut être amené. Alors parlons maintenant de ces axes D et Q. Très rapidement, de façon succincte. Je vais avoir une approche comme peuvent les avoir les constructeurs. Donc voilà. Ici, je suis en triphasé. Donc j'ai un système triphasé qui me permet de passer à un système biphasé. Donc là, vous voyez que je suis toujours en alternatif. Et là, je vais passer à un système donc, biphasé autonormé avec une composante ID et IQ qui sont continues. Donc ça, c'est... On voit bien l'intérêt. Hein. Là, on est sur 3 grandeurs triphasées et là, on passe sur 2 grandeurs continues. Évidemment, entre là et là, il y a quelques petites transformations à faire. Voilà. Donc, ces axes, en termes géométriques, les axes D et Q sont les représentants monophasés du flux apporté par les 3 quantités de phase sinusoïdale distinctes à la même vitesse angulaire. On ne va pas perdre ça de vue. L'axe D, également appelé axe direct, est l'axe par lequel le flux est produit par l'enroulement de champ. L'axe Q, ou l'axe en quadrature, est l'axe sur lequel le couple est produit. Je vous l'avais dit précédemment, hein, on se ramène un peu à une machine à courant continu, avec un axe qui contrôle le flux, donc l'axe D, et un autre axe qui contrôle le couple. En termes simplistes, l'axe D est la direction principale du flux, tandis que l'axe Q est la direction principale de production du couple. Je dis bien en termes simplistes. Reprenons une représentation donc ici d'une machine fictive, hein, avec là ici je retrouve ma machine synchrone. Donc ça c'est une figure faite donc par l'équipe de Bernard Multon. Donc là je retrouve donc ma phase A. Là donc la création du flux. Si je considère que c'est une machine à rotor bobiné, si c'est une machine à aimant permanent, bon voilà. Et je retrouve donc mes deux axes D et Q avec mes 2 bobines D et Q. Voilà. Donc si je regarde un diagramme des flux, je vois ici la composition que je peux avoir sur le flux résultant, donc hein, avec un flux là, sur l'axe D, et un flux que je peux amener ici avec LID. Je vois ici que si je veux faire diminuer le flux sur cet axe D, il suffit que j'ai une composante comme ça négative, qui sera le défluxage. Donc pour étendre la plage de vitesse, il faut réduire le flux dans l'axe D. Pour cela, on crée une composante de réaction magnétique démagnétisante, donc courant ID négatif, qui permet une réduction de la tension induite globale. Cela revient à déphaser le courant en avance sur la force électromotrice en agissant sur l'angle d'autopilotage. Souvenez-vous du schéma qu'on a fait précédemment, je vous invite à revoir. Au-delà de la vitesse de base, si l'on consent à déphaser le courant de façon à maximiser la puissance, on obtient une extension de la plage de vitesse de la machine. Donc une forte réaction d'induit est naturellement favorable à une grande plage de fonctionnement à puissance maximale constante. Mais attention, elle a un inconvénient, c'est de conduire à un plus faible facteur de puissance à vitesse nominale. Donc aux faibles valeurs de la puissance à vitesse élevée, une composante élevée de ID est également nécessaire, ce qui a pour conséquence de dégrader sensiblement le rendement dans cette zone. Bon, ça je l'ai dit. Donc pour réduire le flux dans l'axe D du moteur, l'onduleur doit injecter une composante D négative. Cependant, si cette excitation tombe, par exemple, en raison d'un arrêt forcé de l'onduleur, une très grande tension d'excitation pourrait entraîner la destruction des diodes ou des condensateurs de l'onduleur. Car le flux va devenir très important. Alors, c'est ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que là, si ça tombe, une machine, elle fonctionne en moteur, mais elle peut fonctionner en génératrice. Et donc, ça va avoir une conséquence très importante, ce mode de défluxage, où il faut être très très vigilant. Je vais y venir. Donc revenons ici sur le mode de défluxage, pour essayer un petit peu de l'expliquer. Voilà, on voit ID ici qui est au-delà de la vitesse de base. On voit la conséquence que ça a. Donc là, on a le cercle de tension dans la Vmax, le cercle ici de rayon. Et là, si on regarde ici, si on veut obtenir ωm limite, là, on va imposer un courant ID négatif. Si vous imposez un courant ID négatif,
eh ben, vous allez ici, vous allez donc du coup réduire le flux et vous allez donc diminuer ici tout simplement. Alors, revenons ici sur une limite à ne pas dépasser. Voilà. Vous voyez qu'ici, je vais avoir mon EV, d'accord, qui va être égal à mon EV, qui est la force électromotrice. Et là, j'ai la composante négative de défluxage. Donc, en fait, je vais rebaisser, je vais venir ici. Donc, si j'ai la valeur max, je pourrais donc écrire tout simplement hein, Vmax racine de 3, sera égal à P fois le flux phi f racine de 3 plus la composante LD/ID, ok, voilà, qui est, si je fais donc LP oméga, ça fera l'oméga de la pulsation ici. Donc vous voyez bien que là, on voit bien là comment on défluxe et donc comment on va tout simplement, jouant ici sur ce terme-là négatif, on va pouvoir augmenter la vitesse. D'où la notion de défluxage. Alors, quand vous avez un variateur, la première chose à voir, si vous voulez faire du défluxage, c'est qu'il y a un mode de défluxage. Donc, est-ce que votre variateur est capable de gérer l'avance de phase entre le courant I et la force électromotrice du moteur, en fonction du besoin de puissance? Ensuite, il faudra faire attention au calibre du variateur. Est-ce que son courant nominal permet au moteur de délivrer le couple maximum nécessaire? Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser la constante de couple qui est plaquée sur le moteur, qui est KT, qui est exprimée en newton-mètre ampère efficace. Et là, vous allez donc diviser le couple par KT. Vous allez trouver donc le courant que peut accepter votre variateur. Donc ça, c'est la première étape à faire. Autre chose, il faudra être vigilant quant au choix du calibre des variateurs, car lorsque les calibres augmentent, les fréquences électriques du courant de sortie ont tendance à diminuer. C'est pour cette raison que l'étape suivante consiste à vérifier la capacité du variateur à fournir une fréquence suffisante. Pour cela, on doit calculer la fréquence minimale nécessaire au moteur pour atteindre sa vitesse maximale. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la vitesse sur laquelle on veut travailler. On va multiplier par le nombre de paires de pôles. On est en minutes, donc on va diviser par 60 pour respecter les unités, et on va diviser par 2 puisque c'est le nombre de pôles, donc pour retrouver P. Voilà, j'ai F égale Pn, hein, c'est tout. Donc cette fréquence doit être inférieure ou égale à la fréquence maximale du courant de sortie du variateur. Attention, il ne faut pas confondre cette fréquence avec la fréquence PWM de découpage de l'onduleur. Alors, ensuite, vous avez une étape qui est propre au moteur synchrone à aimant. Il ne faut pas oublier, j'ai dit que ce moteur, cette machine est aussi bien un moteur qu'un générateur. Et vous pouvez atteindre, quand vous défluxez, des tensions importantes. Par conséquent, lors du fonctionnement à haute vitesse, il ne faut pas que la force électromotrice du moteur dépasse la tension continue maximale que peut accepter votre bus. Typiquement, si vous êtes en réseau 400 volts, hein, je rappelle, vous avez un pont redresseur, c'est 3 racines de 6 sur pi que vous multipliez de 130, vous êtes à peu près à 538, donc typiquement, on va dire qu'on est à 540 volts DC. On ne doit pas dépasser 850 volts DC. Donc il va falloir vérifier que la valeur de la tension de la force électromotrice du moteur à la vitesse maximum ne dépasse pas cette limite. C'est pour ça que vous avez donc sur le moteur une autre grandeur qui s'appelle la constante KE, qui est des volts RMS définis par des tours minutes. Donc vous allez vérifier la valeur de votre FM entre phases, voilà, par rapport à votre vitesse, vous, et votre KE de votre moteur. Et ça, il faudra le comparer avec votre bus. Continue. Donc ici, vous voyez sur le... Hop là, pardon. Au moment sur le défluxage, hein, mode de pilotage de l'axe, ici, voilà, j'ai mon FM. Bon, ici, on a gardé RI, j'ai L oméga, voilà, j'ai eu variateur ici. Donc là, je suis tranquille par rapport à ma limite du variateur qui est ici sur mon cercle.
Là, c'est la limite de mon réseau. Là, maintenant, je passe en mode de pilotage des fluxés. Donc, sous la limite de tension du variateur, c'est-à-dire que je suis toujours en dehors de la limite de mon variateur. Voilà. Et là, je suis au-delà, ici, je serai au-delà, si je vais là, par exemple, voilà, ce que je parlais au niveau de la FM augmente, et vous voyez qu'ici, je passe au-delà de la limite de mon variateur. Et donc, il y a un petit danger. Donc, il va falloir ajouter un module de protection. En effet, lors d'un incident, une perte de contrôle du moteur, celle-ci se transforme en générateur puisqu'il est entraîné par l'inertie sa charge. Et sa force électromotrice est appliquée au bord du variateur. À cette vitesse extrême, le moteur et le variateur seront forcément endommagés par cette tension qui est trop importante. Donc en général, les modules de protection mettent en court-circuit le moteur en écrêtant la tension du moteur. Alors le moteur et le variateur et le module de protection ont une tension maximum à ne pas dépasser, qui est environ de 2000 volts max, donc à savoir 1400 volts RMS, efficace. Et il faut que le module de protection, le variateur, supporte le courant de court-circuit du moteur, le ICC, afin de garantir l'intégrité de ceci lors des pertes du réseau. Vous l'avez souvent qui est plaqué sur les moteurs. Ou, si ce n'est pas le cas, il faut les ramener dans la dope. Alors aussi un petit schéma récapitulatif d'un point de vue techno. Hein. Donc quand vous allez donc choisir un moteur et un variateur, que vous allez associer le moteur et le variateur, donc vos données, vous d'entrée, ce sera la vitesse maxi, le couple maxi et la puissance maxi. Ensuite, vous allez choisir votre moteur. Pour ça, vous regarderez la vitesse du moteur. Il faudra qu'elle soit supérieure ou égale à la vitesse maxi, plutôt supérieure. Donc le couple moteur, donc supérieur au couple maxi, la puissance moteur, supérieure à la puissance maxi, et si le moteur défluxe ou pas. Donc après, vous allez choisir un variateur avec défluxage, donc ce type de variateur. Vous allez choisir votre calibre du variateur. Vous allez vérifier la fréquence du variateur par l'expression que j'ai donnée précédemment. Vous allez calculer la force électromotrice maximale. Vous allez la comparer avec la limite de votre variateur. Donc il faut que la FM maximale soit inférieure à 850 volts. D'accord, hein. Ça c'est assez typique, hein, que soit si vous prenez du Siemens, du Leroy, enfin du Nidec ou du WEG, c'est un peu, voilà, tout est indiqué. Est-ce qu'il y a un module de protection? Est-ce qu'il y a oui. Donc si la FM est inférieure à la limite du variateur, il n'y a pas besoin de module de protection. Si la FM est supérieure à la limite, il faudra mettre un module de protection. Voilà ce petit organigramme-là permet, si vous voulez, de bien associer le moteur et le variateur. J'espère avoir répondu un petit peu aux attentes par rapport au fonctionnement d'un moteur synchrone. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez donc me retrouver sur la chaîne YouTube de l'IUT de l'Indre et en cours au sein du département G du ZI ou de Polytech Orléans. Merci.